Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Ibrahim Gouvernance Week-end ouvert vendredi s'achève ce dimanche par un concert géant au Palais de la Culture de Trècheville. La gouvernance et le leadership en Afrique seront célébrés ce jour par des artistes africains de renom comme Fally Ipupa et Serge Benoît. Hommage de l'Ibrahim Gouvernance Week-end, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec plusieurs personnalités. Il a échangé notamment avec la vice-secrétaire générale des Nations Unies et un groupe pétrolier britannique qui s'occupe de la prospection et de l'exploitation des gisements pétroliers et gaziers. Les 160 commerçants victimes d'un incendie survenu au grand marché de Grand Lao reçoivent le soutien du gouvernement. Le secrétaire d'État chargé de la promotion de l'investissement privé, Emmanuel Esmel-Essis, fils de la région, s'est rendu sur place. L'émissaire du gouvernement a échangé avec les sinistrés. Le Rwanda se souvient de la page la plus sombre de son histoire, le génocide perpétré envers les Tutsis. 25 ans se sont écoulés depuis les massacres qui ont coûté la vie à plus de 800 000 personnes. Le président rwandais Paul Kagame a rallumé la flamme du souvenir. C'est le début des 100 jours des commémorations. Soyez les bienvenus sur RTI. Commençons tout de suite par l'événement qui alimente l'actualité en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. L'Ibrahim Gouvernance Week-end ouvert vendredi à Abidjan. Cette grande messe annuelle sur la gouvernance en Afrique a réuni plusieurs leaders qui ont plongé sur la question des migrations et le rôle que la jeunesse peut jouer dans le développement du continent. Le président Alassane Ouattara a animé hier un panel sur le sujet. Le week-end de l'Ibrahim Gouvernance s'achève donc aujourd'hui par un concert géant au Palais de la Culture de Trècheville. La gouvernance et le leadership en Afrique seront encore célébrés. Et je vous propose maintenant de rejoindre notre reporter Alexis Ouedraogo au Palais de la Culture de Trècheville. Bonsoir Alexis. Alors décris-nous l'ambiance sur place. Bonsoir Marie-Laure Goron, nous sommes présentement au Palais de la Culture ici à Trècheville pour l'apothéose de ce week-end Ibrahim pour la gouvernance 2019 ici à Abidjan. Pour cette 12e édition, 3 jours de haute réflexion et des conclaves autour de la jeunesse, notamment pour le thème enregistré la jeunesse africaine, migration, faute d'emploi. Il s'agissait pour Mo Ibrahim de réunir ici à Abidjan une centaine de jeunes en provenance de tout le continent pour qu'ils se prononcent en faux-fuyant sur les raisons pour lesquelles ils s'adonnent à cette migration irrégulière et de trouver des solutions pérennes et concrètes. Temps fort de cette rencontre, la cérémonie annuelle d'attribution du prix Ibrahim du leadership d'excellence qui a rendu hommage à la vie de Kofi Annan et trouvé des mécanismes pour que soient pérennisées ces actions au service du développement du continent. Mo Ibrahim, il faut le savoir, est un entrepreneur du secteur des télécommunications. Après avoir travaillé dans plusieurs entreprises, il a monté sa propre boîte, Celtel, qu'il a vendue en 2005 pour lancer la fondation Mo Ibrahim en vue d'assurer d'inciter une meilleure gouvernance sur le continent. Il a aussi lancé l'indice Mo Ibrahim pour évaluer annuellement la qualité de la gouvernance pour chaque pays africain. Que faut-il comprendre de cet événement qui s'est tenu ici à Abidjan ce week-end? C'est les bons indices, les bons signes qu'envoie la Côte d'Ivoire en matière de développement. Reste maintenant à la population de pouvoir pleinement ressentir ces bons points et cela sera possible avec la mise en œuvre du PS Group, le programme social du gouvernement pour l'année 2019. Merci Alexis Ouedraogo qui est donc au Palais de la Culture de Trècheville pour suivre ce concert qu'elle nous rapportera dans nos prochains journaux. Avant le concert de ce dimanche, il s'est tenu hier au Sofitel Hôtel Ivoire un panel de haut niveau animé par le président Alassane Ouattara et Mo Ibrahim, l'initiateur de ce forum. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur le sujet de libre-échange en Afrique, l'emploi des jeunes, le développement économique de la Côte d'Ivoire et la politique nationale. On fait le point avec Mama Traoré et Awa Touré. Un dialogue entre deux éminentes personnalités africaines dans le rôle de l'intervieweur Mo Ibrahim, militant émérite de la bonne gouvernance en Afrique, et dans le rôle de l'interviewé, le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pays ayant à ce jour le plus haut niveau de performance de l'indice Ibrahim de la gouvernance. Cet indice est un outil de mesure et de suivi des performances en matière de gouvernance dans les pays africains. Nous avons remarqué que la Côte d'Ivoire
le pays ayant le plus haut niveau de performance. Et vous avez amélioré votre position de 19 points. Et c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu auparavant. Donc, c'est vraiment une croissance extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai eu une équipe formidable depuis le début. Une équipe de vrais patriotes. Deuxièmement, un programme. Troisièmement, un cadrage macroéconomique basé sur le secteur privé pour être sûr que nous avons la capacité d'attirer les investissements privés. Il fallait nécessairement avoir un cadre macroéconomique qui soit rassurant pour les investisseurs. Donc, c'est comme ça que nous avons engagé de réduire les déficits. Déficit public, déficit de la balance des paiements. Nous avons décidé d'engager le processus d'alléger la dette, de faire baisser la dette. Aujourd'hui, la dette est aux alentours de 45% du PIB. D'avoir une politique monétaire qui contrôle l'inflation. Depuis que nous sommes aux affaires, l'inflation n'a jamais dépassé 1 à 2% par an, et de ce qui a permis d'avoir une croissance économique de 2012 à 2018 de 8% par an. Ce qui fait que sur les 6 ans en question, nous avons augmenté quasiment le PIB de 50%. Et nous avons augmenté le revenu par tête d'habitant d'1 tiers. Ces assises de la Fondation Mo Ibrahim à Abidjan ont pour thème jeunesse africaine, emploi ou migration. Invité à se prononcer sur cette question, le chef de l'État a d'abord exposé la politique d'ouverture de la Côte d'Ivoire en matière de migration avant d'indiquer que le secteur privé demeure l'alternative viable de création d'emplois pour les jeunes. Ici, la Côte d'Ivoire, pour 24-25 millions d'habitants, nous avons au maximum 250 000 emplois du secteur public, y compris les établissements publics. Ça ne peut pas résoudre le problème d'emploi des jeunes. Sur ça, nous avons à peu près 55 000 militaires, et gendarmes et policiers. Donc après, il y a 200 000 personnes. Mais alors que depuis que je suis arrivé, nous avons pu créer 3 millions d'emplois de manière formelle ou informelle. Donc c'est le secteur privé qui crée les emplois. C'est pour ça les politiques économiques, c'est très important. Quelles politiques économiques vous mettez en place? Si elles sont crédibles, si elles attirent les investissements, les investisseurs, et que ces investisseurs croient en votre pays, créent des emplois, mais vous arrivez à résoudre à moyen ou à long terme le problème de la jeunesse. Mo Ibrahim n'a pas manqué d'évoquer avec le président ivoirien un autre sujet crucial, celui des obstacles liés à l'essor du commerce intra-africain. Voyez-vous, le Nigeria a 200 millions d'habitants. La CEDEAO a 350 millions d'habitants. S'il y a une véritable ouverture du marché nigérien, mais l'Afrique de l'Ouest sera une région très prospère, très rapidement. Si nous avons réussi à faire 8% de croissance économique par an, et s'il y a cette ouverture du commerce, la monnaie unique que nous essayons de mettre en œuvre, mais dans 10 ans, cette région va avoir un visage totalement transformé par rapport à la croissance économique, par rapport au bien-être des populations, mais aussi en réponse au problème de migration. C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi que les jeunes gens s'en vont. Sujet économique, mais aussi des sujets de politique nationale. Et cette question qui revient de façon récurrente, allez-vous briguer un autre mandat? À un moment donné, on offre moins en contribution à son pays quand on prend de l'âge. Et que par conséquent, il faut être raisonnable. Il arrive un moment où, même si la Constitution vous le permet, vous devez décider de faire en sorte de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. J'ai été éduqué par le premier président, le président Félix Houphouët-Boigny. Il disait qu'un homme politique, un homme d'État, doit se référer à 3 choses. Il y a Dieu, n'est-ce pas? Il y a le peuple et il y a votre propre conscience. Moi, je suis très croyant. J'espère que Dieu me donnera la santé et la longévité. Le peuple ivoirien
m'a élu à 83%. En 2015, il ne peut pas y avoir un meilleur hommage, j'en suis très fier. Et maintenant, il y a votre conscience. La conscience, ça veut dire, à un moment donné, vous devez vous poser la question de savoir est-ce que votre pays a atteint les objectifs que vous vous êtes fixés en venant dans cette fonction. Est-ce que le pays est suffisamment stable? Est-ce que le pays est en sécurité? Est-ce que vous avez une équipe qui peut faire la suite? Une fois que vous avez pris cette décision, le reste devient facile. Donc, je rendrai ma décision l'année prochaine. Voilà. En attendant de faire savoir sa décision, le chef de l'État dit s'atteler à gérer les priorités du moment. Ces priorités sont la consolidation de la paix, la sécurité des Ivoiriens et la croissance de l'économie nationale à travers des investissements dans des secteurs pourvoyeurs d'emplois. Et plusieurs personnalités ont fait le déplacement à Abidjan pour prendre part à cette rencontre de l'Ibrahim Governance Weekend. On peut citer la vice-secrétaire générale des Nations Unies et des responsables d'un groupe pétrolier britannique qui s'occupe de la prospection et de l'exploitation de gisements pétroliers et gaziers. Le président de la République a échangé avec ces délégations en marge du forum. Mama Traoré, Alexis Ouedraogo. Présente à Abidjan dans le cadre du forum Ibrahim Governance Weekend 2019, la vice-secrétaire générale des Nations Unies en profite pour échanger avec le président Alassane Ouattara sur l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et son institution. We discussed, of course, the region. Le chef de l'État, d'abord je le félicite pour tout ce qui a été fait en matière de maintien de la paix dans ce pays. Nous avons évoqué les questions régionales également. Mais tout ce qui a été fait aussi en matière de croissance économique. Je pense que des travaux remarquables ont été faits. Je les félicite pour cela, mais ce qui est important, il faut maintenant aller au-delà de cela. Nous avons également évoqué la question du rapport volontaire national que le pays doit présenter au mois de juillet à l'Assemblée générale sur les ODD, les questions de la sous-région, bien entendu, et donc une fois la nécessité de créer des emplois, notamment pour les jeunes dans ce pays. Le groupe pétrolier britannique Tullow Oil vient d'obtenir du gouvernement ivoirien 8 nouveaux permis d'exploration sur des blocs pétroliers. Paul McDade, le PDG de Tullow Oil, est donc venu expliquer au chef de l'État la politique d'expansion de son entreprise. On apprécie beaucoup de travail ici en Côte d'Ivoire, où il y a un gouvernement qui nous soutient beaucoup et qui soutient beaucoup les investisseurs et l'investissement. Alors nous attendons avec impatience les prochaines étapes avec notre investissement et le développement de nos projets ici en Côte d'Ivoire. Cette année, on va avancer avec les contrôles sismiques et prochainement, nous espérons de faire des forages. Tullow Oil est implanté en Côte d'Ivoire depuis maintenant 20 ans. Ce samedi, dernier jour des travaux de réflexion du week-end de la bonne gouvernance organisé par la Fondation Mo Ibrahim. Les participants ont planché sur les effets de la migration en Afrique et sur les conditions de création d'emplois fiables. Selon l'indice Mo Ibrahim de la bonne gouvernance, plus de 40% des jeunes Africains sont tentés par l'aventure à l'étranger, espérant fuir ainsi la misère et la pauvreté. Mais comment freiner ce départ volontaire? Élément de réponse avec Abdoulaye Koné. À l'analyse des preuves du phénomène migratoire en Afrique, il ressort du dernier rapport de la Fondation Mo Ibrahim et ses partenaires que 31% des jeunes au sud du Sahara migrent essentiellement dans les pays limitrophes. Ce que l'OIM fait, c'est travailler avec les gouvernements, avec les agents d'immigration par exemple, pour leur donner la capacité, les instruments, pour faciliter ce type de mobilité, mais aussi on travaille avec la société civile et les migrants pour les informer et créer plus de connaissances de ce que ça veut dire libre circulation de la CEDEAO pour la population de la CEDEAO. Ces dernières années, si les médias ont beaucoup communiqué sur les flux migratoires vers l'Europe, les chiffres démontrent qu'environ 70% des migrants d'Afrique subsaharienne restent sur le continent africain. Comment gérer en fait ces différents flux migratoires et faire en sorte qu'elles soient sécurisées, mais aussi étant donné que la plupart de ces migrants cherchent un emploi, comment faire en sorte que les économies africaines, les différents gouvernements mettent en place des politiques adaptées.
David Expert, les migrations sur le continent ne sont pas contre-productives. Il convient cependant de construire une économie porteuse d'emplois pour relever le défi. Tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas créer ces 1,7 million d'emplois par mois dont on a besoin. Donc il faudrait vraiment qu'on ait une bonne gouvernance, que nos pays, surtout nos États, se cantonnent à leur rôle régalien d'assurer la sécurité des frontières, la sécurité intérieure, la sécurité des investissements, décloisonner l'administration, que ce soit une administration qui est vraiment dans le tissu et qui aide les gens qui investissent. La future zone de libre-échange continentale pourrait être à terme l'enjeu fondateur qui permettra de maximiser le capital humain en Afrique. Et la lutte contre l'immigration illégale est au cœur des actions du gouvernement ivoirien qui a mis en marche le PS-Gouv. C'est un plan social en vue de mieux-être des populations. Mais 3 mois après la mise en œuvre, comment fonctionne ce plan? Quel bilan trimestriel dressé déjà du PS-Gouv? La question a été évoquée au magazine du dimanche, au journal de 13h, présenté par Hamza Diaby. Il a reçu le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, porte-parole du gouvernement. Voyons un extrait de leur entretien. Tout part de l'intervention du chef de l'État la veille du 7 août de l'année dernière où il instruisait le gouvernement à l'effet de trouver des leviers pour accompagner nos différents concitoyens dans leur vécu social, dans leur vécu quotidien. Et donc, aussitôt, après cette orientation, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a instruit tous les différents ministres à l'effet de proposer quelque chose qui irait dans ce sens. Et ainsi naît le PS-Gouv, le programme social du gouvernement pour l'année 2019-2020. Et ce plan social du gouvernement comporte en son sein près de 156 actions, 67 projets et environ 57 mesures qui visent en l'occurrence de transformer le vécu social des différents Ivoiriens. Justement, quelles sont les mesures à effet immédiat de ce PS-Gouv? Écoutez, relativement aux différentes mesures, le plan social du gouvernement s'organise en 5 stratégies majeures. Le premier axe de la stratégie porte sur la santé pour tous. Le deuxième axe de la stratégie porte sur l'éducation pour tous. En troisième point, vous avez l'autonomisation des femmes et des jeunes. Vous avez aussi, on oublie souvent les populations vivant en milieu rural, c'est-à-dire leur vécu, comment améliorer, sans oublier la cherté de la vie qu'il faut adresser dans les différents axes stratégiques. Nous étions dans la phase des annonces et aujourd'hui, nous passons dans une deuxième phase qui est celle de suivi de l'opérationnalisation du PS-Gouv sur le terrain. Déjà, des résultats sont palpables. Le Premier ministre en fait un suivi permanent à travers des indicateurs pour nous rassurer que cet engagement du gouvernement au nom de l'orientation du président de la République soit effectif sur le terrain et les populations peuvent être rassurées. Le social est au cœur de l'action du gouvernement. Nous ne ménagerons aucune parcelle d'énergie pour pouvoir atteindre cet objectif attendu de toutes les populations. Et ce plan social s'étend partout, notamment à Grand Laou. Les 160 commerçants victimes d'un incendie survenu au grand marché de la localité ont reçu le soutien du gouvernement. Le secrétaire d'État chargé de la promotion de l'investissement privé, Emmanuel Esmelessis, fils de la région, s'est rendu sur place. L'émissaire du gouvernement a échangé avec les sinistrés. Franck Quadio. Grand Laou, ancien marché. Un électronicien bien triste, fouillant les gravats, reste de son atelier ravagé par les flammes. Les faits, dans la nuit du lundi au mardi 2 avril, un incendie aux origines non déterminées encore a emporté plusieurs magasins ici. Vers les 2 h du matin, nous on était informés par les 4 h du matin, on nous appelait, on dit non, le marché a pris feu. On venait, on n'a pas pu retirer quelque chose dedans. Plus de 160 millions de francs CFA de dommages pour 162 sinistrés, dont ce revendeur de produits phytosanitaires. Moi, je suis venu trouver que mon magasin a été brûlé. Bon, c'était à 4h52. Ils sont nombreux à chercher encore sous les décombres l'improbable espoir. Espoir d'ailleurs incarné par ce fils de la région, Esmelessis. Il porte la casquette de secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé. Il est en visite sur le site. Départ à la mairie, quelque temps après, pour un message aux populations. Un sentiment de satisfaction qu'il n'y ait pas eu de victimes en vie humaine. Les autorités préfectorales et municipales nous ont remis les détails donc, des commerçants concernés. Et s'il y a des projets qui doivent se faire, il faut qu'on tienne compte
Il faut que désormais les marchés soient modernes, les marchés soient sécurisés, de sorte à permettre aux autorités de pouvoir faire des contrôles et aux commerçants de pouvoir s'assurer aussi de sorte que lorsqu'il y a ce genre de sinistres, qu'ils puissent faire jouer les assurances. Une visite de compassion traduite au nom du Premier ministre par un don symbolique de plus de 1,3 million de francs CFA. Il s'agit de s'enquérir des besoins des populations afin de trouver des solutions durables avant de passer à la seconde étape, celle de penser, action de développement. Notons qu'Esmaël Sis était accompagné de plusieurs forces vives, autorités administratives, élus et gouverneurs locaux de la région des Grands Ponts. Je vous livre à présent cette information émanant du Sénat. Monsieur Jeannot Aoussou Kouadio, président du Sénat, convoque, mesdames et messieurs, les 33 sénateurs nommés par décret du 3 avril 2019 à une réunion de prise de contact le lundi 8 avril 2019 à 10h à la permanence du Sénat à Abidjan, ainsi à Cocody, Riviera à Toban, non loin du commissariat du 30e arrondissement. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Il est signé du secrétaire général adjoint Touré Ousmane Samassi. Au chapitre politique de ce 20h, la jeunesse du RHDP, du district autonome de Yamoussoukro et de la commune d'Atiéguakro envisage de renforcer l'installation de ce parti dans le centre du pays. Cette jeunesse du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix vient d'organiser justement une rencontre pour affiner sa stratégie. Kadé Sogodogo. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Yamoussoukro. Difficile de se frayer un chemin face à cette forte mobilisation de la jeunesse RHDP du district et de la commune de Atiéguakro, déterminée à conduire ce parti sur des sentiers victorieux. Un séminaire pour justement rechercher toutes les stratégies pour y parvenir. Le ministre Albert François Amicha met les jeunes face à leurs responsabilités. Avec votre engagement fort, que ce pari ô combien important et exaltant ne peut se tenir sans vous. D'où l'impérieuse nécessité de votre implication active dans le processus de la victoire future du RHDP. La jeunesse du RHDP doit donner dos à des pratiques qui entachent le bon fonctionnement d'un État de droit. Équité et justice doivent la guider. Si nous voulons gérer ce pays pendant longtemps, et j'insiste là-dessus, nous devons mettre la justice au cœur de tout ce que nous faisons. C'est pour cela que je dis, l'égalité des chances des jeunes doit être une réalité dans ce pays. Le chemin est tout indiqué. Si vous êtes dans une cabine, assis avec un téléphone, ayez pour objectif de pouvoir, d'ici 6 mois, être dans un magasin, d'ici 2 ans, avoir 3, 4, 5 cabines téléphoniques et avoir une entreprise de cabines téléphoniques. Cette jeunesse peut compter sur des garants moraux. Certes, le chemin qui amène au bonheur, le chemin qui amène à la victoire de 2020 ne sera certainement pas toujours rectiligne, mais il nous faudra endurer les peines, les incompréhensions et les contradictions avec beaucoup d'humilité et de sagesse afin de consolider davantage nos acquis. L'engagement est pris. Le RHDP sortira vainqueur de toutes les élections à venir. Je vous donne rendez-vous en 2020. Plusieurs régions du pays vont accueillir ce type de séminaire pour mettre tous les jeunes du RHDP en mission. En tout cas, ils ont la bénédiction des chefs traditionnels de la ville natale de feu le président Félix Houphouët-Boigny, Yamoussoukro. Il est aussi en mission pour le bien-être de ses populations. Le maire de Grands-Atri dans la région de la Nawa a été investi hier samedi par le ministre Claude Danho-Paulin, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Le maire de Grands-Atri, Naounou Yabaloui, s'est engagé pour une gestion participative et inclusive de sa commune. Konaté Moussa. Naounou Yabaloui est investi maire de Grands-Atri, localité dans le département de Soubré, région de la Nawa. Pour la réalisation des projets de développement de la commune, le maire appelle à l'engagement de tous les fils et filles de Grands-Atri. En œuvrant la main dans la main, dans un élan uniforme de solidarité agissante, nous positionnerons notre commune dans le peloton de tête des contrées émergentes. Je prends l'engagement avec le conseil municipal d'initier une gestion participative et inclusive plus accrue. Une gestion participative pour l'atteinte des objectifs. Message appuyé par le parrain de la cérémonie,
Le ministre Daon Paulin Claude, président de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, exhorte les populations à être aux côtés du conseil municipal. Une fois qu'on a élu le maire, ce n'est pas fini. Je vous invite donc à participer, à être une force de proposition, à orienter les projets. Soyez présents au conseil municipal. Je vous invite donc à la participation citoyenne. Ne soyez pas seulement des usagers et des contribuables. Soyez à partir de maintenant des acteurs du développement de grands attraits. Cette investiture a vu la participation de plusieurs élus et cadres du RHDP. Une présence pour exprimer la solidarité de la grande famille des oufouettistes. Loin de la Côte d'Ivoire, le Rwanda se souvient de la page la plus sombre de son histoire. Le génocide perpétré envers les Tutsis. 25 ans se sont écoulés depuis les massacres qui ont coûté la vie à plus de 800 000 personnes. Le pays tente de poncer ses plaies dans la dignité à travers le travail communautaire. C'est une tradition qui a pour but de favoriser la réconciliation nationale. Notre reporter Noël Nyanyou a participé au travail communautaire à Kikukiro. Au plus de 200 000 personnes ont été ensevelies dans une fosse commune. Mémorial de Kikukiro, samedi 30 mars 2019. Le Rwanda s'est arrêté pour une demi-journée. Les populations, quelles que soient leurs conditions socio-économiques, ont pris congé de leurs activités de toute nature. Ce dernier samedi du mois de mars, le Rwanda perpétue ainsi une tradition. Le travail communautaire. Avec la survenue du génocide, le travail communautaire prend la couleur du temps et vise désormais 3 objectifs. L'objectif, c'est de ramener les communautés ensemble, de les faire travailler ensemble, d'envisager le développement en commun. Ça nous fait avancer, mais aussi ça renforce le lien, aussi que ça renforce notre dynamique de décentralisation, parce que ça donne le pouvoir aux gens de décider de leur développement, ça donne la voix aux gens, ça leur donne le pouvoir de choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire ensemble. C'est un catalyseur pour la décentralisation effective. Partout, dans le Rwanda comme ici, dans le district de Kikukiro, un lieu chargé d'histoire, comme il en existe au Rwanda après ce 7 avril 1994. Ici, on est au mémorial de Nyanza, où plus de 2500 personnes sont enterrées, victimes du génocide. Jeunes, moins jeunes, cadres, membres du gouvernement, citoyens lambda, tous comme un seul homme, chantent, dansent, travaillent pour une finalité, le développement, mais aussi et surtout pour la cohésion sociale. Dans le processus de réconciliation, la cohésion sociale, ça contribue beaucoup parce que c'était une demi-journée, l'avant-midi, et il y a le temps réservé aux travaux et le temps réservé aux causeries. Et quand on cause, on échange sur tout ce qui est problème ou bien pour tout ce qui est vision pour la communauté. Ce dernier samedi 30 mars, lui, revêt un caractère particulier. Il précède la commémoration du 25e anniversaire du génocide. Le président Paul Kagame himself est venu communier avec son peuple, travailler comme tout le monde, donner l'exemple, vivre avec le peuple, ce nouveau Rwanda en construction après ces pages noires, minutieusement préparées, organisées des années durant. Le génocide n'est pas venu du jour au lendemain. Il y a eu 30 ans d'idéologie du génocide, exactement comme la Shoah. Il y a eu, avant la Shoah, au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, une idéologie du génocide pour déshumaniser les Juifs. Ça a été la même chose au Rwanda où on a déshumanisé les Tutsis. On disait que ce sont des cafards, que ce sont des serpents dont il faut se débarrasser. Donc c'est quelque chose d'important pour les générations à venir. Le peuple rwandais a fait le deuil de cette tragédie que le monde avait pourtant pris l'engagement d'empêcher la survivance à jamais. Après l'Holocauste, après la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale, le monde a dit plus jamais ça. Mais après, il y a eu des massacres à caractère ethnique, de nettoyage ethnique. Et puis est arrivé le génocide perpétré contre les Tutsis. On a encore dit plus jamais ça. Mais après,
il y a eu d'autres massacres, et même à Srebrenica en 1995, il y a eu d'autres endroits où il y a eu des massacres à grande échelle. Donc il faut quand même que la communauté internationale soit sérieuse lorsqu'elle parle de plus jamais ça. Pour l'heure, les Rwandais se côtoient à nouveau, se parlent, se congratulent. Sa jeunesse danse, chante parce que le nouveau pays que les aînés, Paul Kagame en tête, va leur laisser en héritage inspire confiance. La preuve, la transformation du pays en une génération. D'où cette insouciance visible, palpable, parce que cette jeunesse-là est prête à tout, prête à se donner, à donner son énergie débordante pour participer à la réalisation de l'œuvre commune, le Rwanda nouveau. Et les pas de danse du président en rajoutent à leur espoir en un avenir radieux. Voilà, comme on le voit, le Rwanda fait le deuil de cette tragédie qui a coûté la vie à 800 000 personnes. Et je précise que plus de 2000 personnes ont été ensevelies dans une fosse commune à Kikutiro. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec Ahmed Traoré et Franck Kodio. En France, les 35 membres du gouvernement remanié n'auront pas la tâche facile. Ils sont prévenus. Emmanuel Macron leur a détaillé la longue liste des réformes qu'il veut continuer à mettre en œuvre. Pour l'occasion, le Premier ministre, les 21 ministres et les 13 secrétaires d'État étaient tous à la table du Conseil des ministres de l'Élysée, là où ils n'étaient que 22 au début du mandat du président Macron. Au Venezuela, la Cour suprême s'attaque à Juan Guaidó. Dans un arrêt, la plus haute juridiction du pays a demandé au président de l'Assemblée nationale constituante de lever l'immunité parlementaire de l'opposant reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays. Il reprochait à Juan Guaidó de ne pas avoir respecté une interdiction de sortie du territoire. En Gambie, un rapport publié mercredi par le groupe d'enquête Crime and Corruption Reporting Project accuse l'ex-président de corruption. Pendant 2 décennies, souligne le rapport, l'ancien chef d'État Yahya Jammeh a pillé l'argent et les richesses du pays, y compris celles de la Banque centrale, de l'aide sociale et de la société de télécommunications d'État. Le tout pour un montant frôlant le milliard de dollars selon les rapports internes à consulter. En Algérie, le chef de l'État démissionnaire a sollicité le pardon de ses compatriotes dans une lettre d'adieu au lendemain de son départ du pouvoir sous pression de la rue. Dans le même temps, le nouveau gouvernement a fait des gestes d'ouverture envers la presse, l'opposition, les associations et syndicats alors que s'ouvre une période d'intérim de 3 mois au terme de laquelle devra être élu un nouveau président. Libye, le maréchal Khalifa Haftar prône la solution militaire pour la Libye. Depuis la salle d'opération de sa base militaire à Benghazi, l'homme fort de l'Est libyen a donné l'ordre à son armée d'entrer à Tripoli. Les différentes milices de Tripoli sont en état d'alerte et se disent prêtes à combattre. Haftar promet d'épargner civils, institutions et ressortissants étrangers. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence le vendredi soir pour évoquer la situation. Au Maroc, la cour d'appel de Casablanca a confirmé les peines de prison allant jusqu'à 20 ans pour les meneurs de l'Irak, mouvement de protestation qui a enflammé l'an dernier la région du Rif. Les proches des 42 prévenus ont accueilli par des cris de colère et des larmes le jugement de cette cour prononcé après 5 heures de délibéré au terme d'un procès ouvert en novembre. Au Rwanda, le génocide de 1994 reste un traumatisme pour les Rwandais qui commémorent ce dimanche 7 avril l'extermination de près de 70% de la population. 800 000 morts composés en majorité de Tutsis il y a 25 ans. La France a annoncé 2 gestes pour tenter de mettre en lumière son rôle joué durant ce génocide en 1994 avec l'ouverture à des historiens de toutes les archives et un renforcement des moyens pour poursuivre les génocidaires présumés en France. Ainsi va le monde. Merci de nous avoir suivis. À 23h, retrouvez Kolo Koulibaly pour le dernier journal.